Avoir des goûts variés, diversifiés, éclectiques, ça a du bon, ça ouvre les esprits. Mais quand vient le temps de la rentrée littéraire, on veut tout lire. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans ma vidéo repérage des sorties littéraires des éditeurs européens. Français, hein? Plutôt français, mais bon, c'est en Europe la France. Là, vous vous dites, mais elle est en retard. Oui, mais non, parce que ici au Québec, les romans de la rentrée littéraire arrivent plus tard. Et ça me donne un avantage, c'est-à-dire que je peux lire les chroniques avant de publier cette vidéo-là. Le seul problème, et là je m'ennuie du temps des blogs, là, c'est que sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, c'est la croix et la bannière pour trouver une critique d'un roman précis. Genre, il faut en regarder vraiment beaucoup. Fait que je n'ai pas vu tant que ça finalement. Mais bon, il y en a beaucoup. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Genre 100. Sachant que l'année passée, il y en avait 60, puis que j'en ai lu 13 là-dessus, tu sais, ça veut rien dire. Me connaissant, j'imagine que ça va être long. Allez vous chercher thé café, ou, dans mon cas, Pepsi, oui, publicité. Et on va y aller par éditeur, je vais vous parler de tout ce qui me tente, et si vous les avez lus, dites-moi en bas ce que vous en avez pensé, que je puisse prioriser dans tout ça. Tu sais, c'est comme 0 priorisé pour l'instant, c'est... Oh. Sauf que le problème, c'est qu'à toutes les fois que je refaisais le tour pour en enlever, je finissais par en rajouter, tu sais, contre-productif total. Donc, on y va, on va commencer avec Actes Sud. Le premier roman que j'ai noté, c'est Thomas Helder de Muriel Barbery parce que j'avais adoré l'élégance du hérisson. Je fais partie de ceux qui avaient vraiment beaucoup aimé ça. Et à toutes les fois qu'elle sort un roman, je le lis. J'ai jamais encore retrouvé le wow de l'élégance du hérisson, mais j'essaye à chaque fois. Ici, on a l'histoire d'une jeune architecte qui revient à un enterrement lors de la mort d'un de ses amis. Elle avait fui, mais elle va être accueillie par le père du défunt et il va évoquer un lieu sacré aux Pays-Bas qui va les rapprocher, je pense. Juste pour l'écriture, ça me tente. Une autre autrice que je lis pour sa plume, Claudie Gallet, et elle a publié cette fois Les Jardins de Torcello. Je dis ça parce que ça se passe en Italie. Le bruit que vous entendez là, c'est la pluie, il pleut vraiment. Donc, c'est l'histoire de Jess, une jeune femme, et quand l'appartement qu'elle habite à Venise doit être vendu, le propriétaire va la mettre en contact avec un mystérieux avocat pénaliste qui habite sur une petite île isolée. Elle va y aller, il va l'employer et elle va se passionner pour celui-ci. Elle a une super belle plume, Claudie Gallet, donc elle pourrait écrire à peu près n'importe quoi, puis je le lirais. Est-ce que je vais aimer? Ça, c'est une autre histoire. Toujours chez Actes Sud, Les 7 maisons d'Anna Freud de Isabelle Pandazzopoulos. Et je l'ai dit comme il faut, du premier coup. J'en reviens pas. C'est une autrice que j'ai lue en jeunesse, j'avais beaucoup aimé son ton. Et ici, ça a l'air d'une biographie rêvée, déconstruite de la vie de la famille Freud. Mélange de petites et grandes histoires, une femme qui cherche sa place, moi ça me parle. Et comme je vous dis, j'avais aimé ce qu'elle avait écrit avant. Ensuite, un auteur que je veux lire depuis des années, surtout depuis que je suis allée en Égypte. Il s'agit de Ala El Aswani qui nous amène encore une fois dans une histoire de son pays. Ici, on est à Alexandrie, on est dans les années 50, on a un groupe de jeunes qui se retrouvent dans un café, ils inventent le monde, ils vivent dans un petit univers presque utopique, c'est-à-dire Alexandrie cosmopolite où tout est permis, mais va arriver Nasser, qu'est-ce qui va arriver à ce groupe d'amis? Veux pas, l'histoire égyptienne, ça m'intéresse et sachant un petit peu ce qui est arrivé, j'imagine qu'on va assister à la fin d'une époque et peut-être la fin des amitiés. On va voir. Ensuite, Mathias Hénard sort un nouveau roman. J'avais adoré parler l'heure de bataille de rois et d'éléphants. J'avais aussi aimé le truc des fossoyeurs que j'avais trouvé un peu jubilatoire. J'ai oublié le titre au complet. Et ici, ça s'appelle Le Mélancolie des confins nord. Je pense que ça va faire partie d'un triptyque, d'un quadriptyque, bref, d'un quelque chose tic. C'est l'histoire d'un homme qui va voir une amie qui a eu un AVC. Elle est un peu prise dans son corps, dans sa tête. Et ensuite, il va errer dans les rues de Berlin et il va réfléchir à tout plein de choses. Le genre de truc qui me plaît. Stream of consciousness, un peu mêlé, un peu perdu, un peu évanescent. Je pense que ça peut fonctionner pour moi. Chez Agulot, j'ai noté Ténèbres et compagnie de Sigitas Parulskis. Et même si je suis pas dans une période où j'ai beaucoup envie d'entendre parler de Deuxième Guerre mondiale, ici on est en Lituanie, donc le point de vue m'a intéressée. Et en plus de ça, on est avec un photographe qui conclut un peu un pacte avec le diable, c'est-à-dire que lui a une fiancée juive, on lui dit « on va la laisser tranquille si tu acceptes de documenter ce qui se passe. » Il va donc se retrouver à ne rien pouvoir faire et à voir des vies se faire massacrer. C'est la joie. Donc, comment c'est traité? J'ai très hâte de voir ça.
Ensuite de ça, Nul ennemi comme un frère de Frédéric Paulin. Cette fois-ci, on s'en va au Liban. Depuis que j'ai lu le roman Le quatrième mur de Serge Chalandon, cette histoire-là que je ne connaissais pas me fait quelque chose. Donc ici, on est en 1975, ce sont les premières années de cette guerre-là au Liban, c'est avant les événements du roman de Chalandon. Et on va suivre plusieurs personnages de camps différents essayer de manœuvrer dans ce champ de mine, c'est le cas de le dire. Et d'un autre côté, on a toute la politique française à cette époque parce qu'il y avait quand même des liens. Bien entendu, je suis intéressée. On passe maintenant chez Albin Michel. Bien entendu, il y a le Noton nouveau que je vais lire, surtout que cette fois-ci, Amélie retourne au Japon. Elle pourrait me faire lire à peu près n'importe quoi, mais j'aime surtout ses romans biographiques. En plus, je suis allée au Japon, donc c'est fait, je vais le lire. Ensuite, Les Merveilles de Viola Ardone, c'est un roman italien, ça se passe à Naples et c'est une jeune fille qui a grandi en asile psychiatrique. Un jour, une loi va arriver, tout le monde sort de là et le psychiatre va l'accueillir chez elle. Il a été un père merdique, saura-t-il être un meilleur père? J'avoue que j'ai peur de la relation, j'ai peur un peu, mais je suis curieuse puis j'ai vu vraiment des bons commentaires là-dessus, donc pourquoi pas? Un roman que j'ai mis dans la liste parce qu'il semblait avoir une atmosphère nostalgique et j'aime beaucoup ce genre d'atmosphère. Il s'agit de Tout le bruit de Guéliz, c'est de Rouben Barouk et ça se passe à Marrakech. On est avec une jeune femme qui entend un bruit, quelque chose qui la hante et qui décide de retourner au Maroc pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe et là, c'est le silence. Ce que j'en ai entendu dire, c'est que ça parle d'exode, de tradition, de perte des origines, qu'il y a plein de voix multiples, d'histoires multiples, donc ça peut me tenter. Ça a juste 225 pages par exemple, donc je me demande la multiplicité qu'on peut avoir là-dedans. Nous verrons. Si on continue, toujours chez Albin Michel, Le courage des innocents de Véronique Olmy, ça parle d'enfants placés en famille d'accueil, je crois, au départ, et bien entendu, c'est un thème qui m'intéresse parce que c'est tellement complexe, tellement, si vous saviez. Je suis pas directement là-dedans, mais je côtoie cet univers et oh my god. Donc, le personnage principal recherche son frère et ça va le mener en Ukraine. Parce que là, c'est pas juste une question de famille d'accueil, c'est question d'être déporté en Russie. Donc, parce que ça parle d'Ukraine à Moru. Le prochain roman, il me tentait vraiment beaucoup, mais c'en est un au sujet de lequel j'ai tellement vu d'avis mitigés que je sais plus finalement. C'est La Maison Dieu de Céline Laurence ou Laurence et la couverture est magnifique et il y avait une carte de tarot dans tout ça. On me vendait un récit choral au sujet d'un incendie, qu'est-ce qui s'est passé, mais il paraît que c'est pas vraiment ça, donc je sais pas, dites-moi, ça vaut-il la peine? On passe maintenant chez Anne Carrière. J'ai repéré un roman, ça s'appelle Du verre entre les doigts. C'est de Alix Lerasle et c'est une histoire de secret de famille, une histoire de choses qu'on ne dit pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un petit frère différent. Moi, quand ça parle de différence, d'enfants qui ont des particularités, j'ai hâte de voir comment c'est traité. Puis bon, les secrets de famille, j'aime ça, tu sais. J'aime ça. Il n'y en a tellement pas chez nous. Aux éditions de l'Archipel, j'ai repéré De famille d'acier. C'est de Cécile Chabot et ça semble être une biographie romancée de la première et seule, c'est-tu la seule? Oui, la seule femme médecin lors de la Première Guerre mondiale. Elle a été enrôlée par erreur, elle va se ramasser dans des hôpitaux militaires, ça doit être misogyne au possible, donc ça m'intéresse parce que c'est une biographie romancée, ça semble féministe, c'est une histoire vraie, donc pourquoi pas. Aux éditions La Talente, bien entendu, j'ai noté Les Beaux et les Élus de Ngugi Vo. C'est une autrice que je veux découvrir depuis je ne sais pas combien de temps, ça n'a jamais donné, mais là, c'est une réécriture de Gatsby le Magnifique, écrit sous la perspective de la meilleure amie de Daisy, je pense qu'elle s'appelle Jordan. Elle semble avoir des origines asiatiques, elle a été élevée dans cette belle société décadente, mais es-tu tout à fait là-dedans? Donc, c'est ça, ça m'intéresse, bien entendu. Tu sais, autant je suis tannée des réécritures de contes, les réécritures de classiques, j'aime. Toujours la même maison d'édition, Après toi les ténèbres de Guillaume Moreno. Pourquoi ça me tente? C'est parce que c'est de l'horreur et j'aime lire de l'horreur. J'haïs les films d'horreur, là, ça me fait bien trop peur, j'haïs ça faire des sauts. Mais lire de l'horreur, j'aime ça. Surtout les romans weird ou les romans d'atmosphère. Surtout qu'il y a souvent tout un sens figuré. Donc, est-ce qu'il y en a un dans ce roman-là? Nous verrons. Nous avons donc un personnage principal qui a perdu sa femme Vera et on voit l'avant et l'après. Puis même si c'est plus là, il a l'air à continuer à lui parler. Bizarre. Il décide donc que c'est trop difficile, il s'en va dans le bois et là peut-être va-t-il devoir faire face à des choses sombres, réelles ou imaginées ou dans son passé. Nous verrons. Ça là, ça peut vraiment me plaire. Tu sais, je lis le résumé et ça sent le narrateur non fiable à
Plainée, un autre truc que j'aime énormément. Le prochain roman repéré est aux éditions de l'Aube, ça s'appelle Père Patrie, c'est de Jean-Robert Joanny et je l'avais pas noté au départ, mais Floris me l'a vendu, donc Flowfly, c'est ta faute. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours été russophile et là il vit d'un appartement et il se voit confronté au fait de peut-on aimer encore la Russie avec tout ce qui s'est passé? Peut-on aimer la culture russe, la littérature russe? Comment on fait le pont entre tout ça? Donc, ça m'intéresse. J'ai tripé Russie quand j'étais plus jeune. Je suis allée en Russie. L'histoire de ce pays-là m'a toujours fascinée. Donc, oui, je pense que je vais le lire. Au Diable Vauvert, nous avons Fragile de Nicolas Martin. La couverture, ça me fait penser à un truc genre La Servante écarlate. Et si je lis le résumé, un peu aussi. Donc oui, ça m'intéresse. C'est une France dystopique. Elle est dirigée par l'extrême droite. La fertilité des mecs, c'est effondré, c'est compliqué de faire des enfants. Presque toutes les naissances sont des femmes. Et pour la plupart des garçons qui naissent, ils sont affectés par le syndrome de l'ex fragile. J'ai hâte de voir comment c'est traité, si ça a de l'allure. J'en connais en vrai. Et on va suivre une femme qui a été sélectionnée pour un programme, ça semble un peu de l'eugénisme et tout ça, et elle est enceinte d'un garçon sain. Elle va être surveillée. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait un peu peur. T'sais, dès qu'on a le corps des femmes qui est utilisé comme un outil, moi, ça vient me chercher. Donc, je vais le lire, c'est sûr. Toujours dans cette maison d'édition, j'ai noté Sbire de Nathalie Zina Walshutz. Je crois que c'est une autrice canadienne. Et là, je sais pas trop de quoi ça va parler, mais les thèmes, checkez bien ça. C'est une femme qui est engagée pour les super-héros, mais les super-vilains. Et elle, son arme ultime, c'est des tableaux Excel. Non, mais super-héros, tableau Excel, ça parle à mon cœur. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est clair. Puis en plus, il paraît que c'est drôle. Ensuite, l'un des romans qui me tente le plus, c'est La Petite Bonne de Béatrice Pichat. C'est aux éditions Les Avrils et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est engagée par une famille riche. C'est l'employée parfaite, elle est dévouée, elle est courageuse et elle s'entend très très bien avec madame, sauf que ce jour-là, madame n'est pas là. Elle doit partir pour la journée et elle doit s'occuper de monsieur. Monsieur est une gueule cassée, monsieur doit être lavé, on doit vraiment s'occuper de lui. Et ben, ça lui fait un peu peur. Mais là, monsieur, il a un autre projet en tête. Que va-t-il se passer? Donc, peu importe c'est quoi le projet, là, je suis curieuse. Chez Bellefond, on est rendu au B, on lâche pas. Ce qui me tente le plus, c'est Source de chaleur. C'est d'un auteur que je crois japonais, du moins son nom est japonais. Soichi Kawagoe. Dans ce roman-là, on nous parle d'une épopée historique qui va nous mener de la Pologne au Japon. C'est comme grand écart, juste pour ça, c'est intriguant. Ça se passe sur 70 ans et la question qui se pose, c'est que peut-on faire quand l'impérialisme essaie d'imposer la modernité aux dépens des traditions? Notre jeune héros n'a pas beaucoup aimé l'invasion et il a essayé des trucs, donc il se voit déporté à Hokkaido. Et là, mais il va rencontrer une tribu japonaise autochtone. Il va se lier d'amitié avec ces personnes-là et va se battre avec eux pour protéger leur culture, l'époque, le Japon. Je suis tentée, en plus ça se passe sur une période de 70 ans, j'imagine qu'on va voir passer beaucoup d'histoires avec un grand H. Aux éditions Buchet-Chastel, j'ai repéré La Barque de Masao, c'est de Antoine Choplin, qui est l'auteur préféré de Lisa. Je n'ai jamais lu son auteur préféré, il faut que je le lise, il paraît que sa plume est fabuleuse, et là, il nous amène, devinez où? Devinez? Au Japon. Ouais. C'est un signe, hein? C'est donc l'histoire d'un homme qui n'a pas de contact avec sa fille depuis plus de 10 ans et là, pour une raison X, ils vont se revoir et j'imagine que ça va être l'occasion de revenir et de ressonger au passé. Ressonger, est-ce que c'est un mot? C'est pas grave, mais il a l'air d'avoir une ambiance un peu nostalgique, un peu éthérée, donc oui, il faut que je découvre sa plume de toute façon. Aux éditions Le Bruit du Monde, je veux lire Les larmes rouges sur la façade. C'est de Navid Sinaki et ça se passe en Iran. C'est l'histoire d'un couple homosexuel. On se rappelle, en Iran, l'homosexualité c'est un crime. Oui, je sais. Sans commentaire. Et là, un jour, l'un des deux hommes va disparaître et l'autre va partir à sa recherche dans les clubs, dans tous ces endroits secrets. Et j'imagine que l'auteur va nous tracer un portrait de tout ce monde clandestin, de tout cet univers caché de l'Iran. Donc, pour le thème, ça m'intéresse. On passe chez Kalman Levy. J'ai repéré Les fantômes de Brooklyn et c'est de Tyrek White. On est à New York.
à Brooklyn, j'imagine. Et on est avec l'histoire de famille afro-américaine. Bon, en fait, avec une famille afro-américaine, mais sur 3 générations, ils ont un don particulier, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec les morts et les disparus. J'imagine que ça va nous permettre de tracer tout un portrait de l'histoire afro-américaine à Brooklyn. Et bien entendu, c'est un thème qui m'intéresse, donc oui, je veux le lire. Ça risque d'être pas facile par contre, ça risque d'être dur, ouais. Au Cherche Midi, il y a le nouveau roman du duo d'auteurs Nimiek et Manchette, ça s'appelle À l'ombre de Winnicott. On se rappelle que ce sont eux qui nous avaient offert Alabama 1963. Pourquoi celui-là me tente? Il est question d'une maison hantée. Et en plus de ça, il y a une petite référence au tour d'écrou, et si on regarde le truc, on comprend pourquoi. Donc c'est une famille bourgeoise qui s'installe dans un manoir et il y a une gouvernante qui arrive pour s'occuper de leur petit garçon aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui hante les murs de cette maison? Nous verrons. C'est un peu long par exemple, 500 pages, je trouve ça long, mais quand même, tu sais, Henry James. Aux éditions de Noël, on publie une bande dessinée en l'honneur du 100e anniversaire du manifeste surréaliste, donc oui, bande dessinée, surréalisme, ça me tente, c'est clair. Ça a été écrit par Damien McDonald et ça c'est certain que je vais le lire et que je veux l'avoir. Aux éditions Emmanuel Colla, nous avons un nouveau roman de Jaili Amadou Amal. C'est elle qui nous avait offert Les Impatientes et Cœur du Sahel, 2 romans que j'avais beaucoup aimé. Encore une fois, on est au Cameroun, je crois qu'on suit un couple. On est à Yaoundé et un jour Saini, qui est le fils du roi, prend le pouvoir, puis je pense qu'il va aimer un petit peu trop ça. On verra qu'est-ce qui va se passer, mais cette autrice-là, je la lis, peu importe ce qu'elle nous propose. Chez Flammarion, contrairement à l'année dernière, il y a quand même plusieurs choses qui me tentent, à commencer par le dernier roman d'Alice Zeniter, que je n'ai jamais lu. Ça s'appelle Frapper l'épopée et ça va nous amener en Nouvelle-Calédonie. On va suivre un personnage principal qui s'appelle Tass, qui a toujours eu de la difficulté à comprendre ses origines. Et de la même façon, elle n'a jamais réussi à les expliquer à son compagnon qui, lui, est resté en métropole. Elle est enseignante, elle va être intriguée par des jumeaux qui semblent faire partie d'un mouvement autochtone indépendantiste. Ils vont disparaître, elle va partir à leur recherche, puis peut-être qu'elle va en trouver plus que ce qu'elle ne croyait trouver à ce moment-là, notamment des choses sur son origine. Puis je pense qu'on va rencontrer l'autrice là-dedans. J'haïs pas ça habituellement, j'ai hâte de voir comment ça va être traité. Ensuite, un autre roman qui me tente énormément par son thème, il s'agit du syndrome de l'orangerie, c'est de Guillaume Bouillet. C'est son histoire à lui, je pense. Il est allé à l'orangerie voir les néféas de Monet et il a été pris d'une crise d'angoisse incroyable. Et là, ça semble avoir viré à l'obsession. Il s'est mis dans la peau d'un détective et essayé de comprendre ce qui a poussé Monet à créer des nymphéas à profusion comme ça. Est-ce qu'il y aura un mystère? Nous verrons, mais je pense que ça va nous mener ben loin et je suis curieuse. J'avais également noté Le Pacte de l'eau de Abraham Verghese, mais là j'ai vu qu'il y avait 832 pages. Oh, j'ai peur. En fait, je l'avais noté parce que ça semble être une saga familiale et ça parle de Travancore qui est en Inde. Je vais en Inde bientôt, donc c'est pour ça que ça me tentait. Il semblerait que dans cette famille-là, chaque génération, une personne meurt noyée. Qu'est-ce qui se passe? J'imagine qu'on parlera pas juste de noyade, là. J'imagine qu'il va y avoir une histoire de la région, les coutumes, J'imagine, j'espère, parce que 800 pages, si on parle de noyer pendant 800 pages, I'm gonna die. Bref, je sais pas, l'avez-vous lu? Dites-moi. J'étais au départ tentée par Récit de certains faits de Yasmina Reza parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est toujours intriguant, j'ai été souvent frappée, je trouve que ses dialogues sont top, mais là, je lis le résumé. Un homme et une femme se rencontrent en cachette, ils parlent de trucs pas vraiment intimes. Je lis des trucs, oh mon Dieu, je suis pas sûre. Oh, je suis vraiment pas sûre. L'arrière de la vie, je suis pas sûre. De tout et de rien. Je sais pas, dites-moi. Si on continue, Aux Forges de Vulcain sort Les Pages volées d'Alexandra Koselic. Alexandra, je la connais. Elle a longtemps été blogueuse. On s'est côtoyé dans plein d'événements. J'ai toujours aimé ce qu'elle écrit. Donc, je vais lire celui-là. Et je pense qu'elle est dans l'autofiction ou dans la non-fiction. Je sais pas. Alex, si tu m'écoutes, dis-moi. C'est l'histoire d'Alexandra. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Elle n'avait que 8 ans. Elle a été recueillie par sa tante. Et toujours, elle s'est demandé qui elle est, un grand vide en elle, comme souvent dans ces situations-là. Est-elle l'Ukrainienne, l'orpheline, la jeune fille qui aimait les histoires? Elle va retourner en Normandie et essayer de comprendre ce qui lui a permis de survivre. Je pense que ça va parler d'écriture. Je pense. On va continuer chez Gaïa avec le dernier roman de Herbjörg Wassmo qui a écrit cette fois Mon Autre. C'est une autrice que j'ai déjà lue notamment avec toute la série du roman de Dina. J'ai beaucoup aimé ça. Le reste ensuite, pas toujours. J'ai hâte de voir ce que ça va être parce que là, ça a l'air d'être une second chance romance. Herbjörg Wassmo.
Qu'est-ce que ça peut donner? Je sais pas, mais on s'entend, dans ces univers, c'est jamais tellement cutie, donc on va voir. On passe chez Gallimard, j'ai une longue liste ici, mais des fois, quand je relis les résumés, ils me tentent moins puis j'en parle pas. J'essaie de m'économiser de la job de montage, donc on verra ce dont je vais vous parler. Mais le premier, c'est Bien-être de Nathan Hill. J'avais adoré, les fantômes du vieux pays, donc c'est certain que je veux lire ce roman-là. En plus, quand il parle, ce mec-là, c'est incroyable. On a vraiment le goût de lire tout ce qu'il va nous écrire, il m'avait passionné. Donc ici, pourtant, le thème, ça me tenterait moins. On est dans les années 90, on est à Chicago, c'est un couple qui s'espionne et qui vont toffer, et on va les revoir 20 ans plus tard alors qu'ils se sont embourgeoisés. Si je me fie à ce que j'ai déjà lu de l'auteur, on va nous disséquer ça au scalpel, puis ça a l'air que là-dedans, derrière, il y a Chicago qui se délite en même temps que la relation, et cette idée-là me plaît beaucoup. Une autre de mes incontournables, Carole Martinez, Le cœur cousu, c'est tellement fabuleux, ça fait partie de mes coups de cœur à vie. Ici, elle nous propose Dors ton sommeil de brute, et dans ce roman, ça a l'air hyper différent du cœur cousu. On se rappelle qu'on était en réalisme magique. Ici, la nuit, tous les enfants se réveillent et se mettent à hurler en même temps. C'est fréquent, hein? Moi, en tout cas, là, ça me fait battre-triper. Qu'est-ce qui menace les enfants dans leur sommeil? Est-ce que ce sont les forces de la nature qui essayent de communiquer avec eux? J'ai très hâte de voir et je vais clairement le lire. Ensuite, un premier roman qui s'appelle La poète aux mains noires, c'est de Ingrid Głowacki et ça va nous raconter la vie d'une sculptrice qui est très peu connue. Elle s'appelle Marie Talbot, elle a vécu au 19e siècle, elle est une paysanne, elle n'est issue d'aucune lignée et surtout elle est une femme et elle décide de représenter les femmes. On s'étonne pas, on n'a jamais entendu parler, du moins pas moi. Et dans ce roman-là, on va découvrir un peu son œuvre et qui elle était. J'imagine que c'est une bio très romancée parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces, du moins j'imagine. Ça fait combien de fois que je dis le mot j'imagine dans cette vidéo-là? Dites-moi. Non, vous autres vous comptez pas, hein? Moi j'aurais compté. Oh. Mais je reviens, des livres qui parlent d'art, ça me tente. Un autre roman que j'ai repéré, et je suis pas vraiment certaine de comprendre de quoi ça parle, ça s'appelle Conque, c'est de Perrine Tripier, et ça semble être une archéologue. Je sais pas où elle est par contre, je sais pas, ça a l'air d'être un univers poético-lyrique. Notre archéologue est donc chargée de mettre au jour les vestiges d'un peuple de marins millénaires et mystiques. Elle va trouver plein de choses fabuleuses, mais sous le sable, il semble y avoir un appel sourd et dissonant. Quel appel va-t-elle suivre? On dit fable poétique et politique. Ça peut me plaire. Je suis pas sûre, mais ça peut me plaire. Cet automne sort également la traduction française du roman La lumière vacillante, c'est de Nino et je vais le décoder. Aratish Willy, c'est une autrice que j'ai déjà lue, j'ai adoré ce que j'ai lu à date, je trouve qu'elle a un souffle narratif extraordinaire. Ici, on est en Géorgie avec 4 jeunes femmes. On est à l'époque de la chute de l'Union soviétique. Qu'est-ce qui va arriver d'elles? Qu'est-ce qui va arriver de leur pays? Ça peut pas être autre chose que bon. Avec cette autrice-là, ça se peut pas. Nous avons également La nuit de David de Abigail Assar et c'est l'histoire de jumeaux. On a Olive et David. On sait que David n'est plus là, il ne semble plus être là. Et on a Olive devenue adulte qui revient, je crois, dans la maison de son enfance. Elle va revoir certains événements de sa vie et se re-questionner sur sa relation avec son frère jumeau qu'elle adorait et qui était peut-être un petit peu moins bien accepté par le reste de sa famille. Il paraît que c'est noir, il paraît que c'est triste, donc chez Gallmeister, cette année, j'ai noté Les enfants loups de Vera Bock. Depuis, j'ai vu des retours qui étaient un peu mitigés, donc je sais pas trop. Puis moi, Nature Writing, ça marche pas tout le temps. Mais là, il y avait un côté de thriller qui me tentait. Il paraît que ça se lit comme un page-turner, donc pourquoi pas. On est dans un petit village avec une journaliste et elle se rend compte que des jeunes filles disparaissent. Elle assiste à une disparition, c'est pas la première, et elle va retourner fouiller dans le passé de ce petit village. Simple disparition, tueur en série, nous verrons. On passe chez Grasset. Je note toujours beaucoup de choses chez Grasset. Je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge de Long Island de Colm Tóibín, qui est un auteur que j'adore. Je suis fan de sa plume. Ici, c'est le tome 2 de Brooklyn, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui arrivait aux États-Unis d'Irlande et qui était un peu entre deux chaises. Tout ce qui se passait à cette époque-là. Nous sommes avec la même jeune fille. On est 20 ans plus tard, puis je veux savoir ce qui va y arriver. Bien entendu, je suis comme tout le monde, je veux lire le nouveau roman de Gaël Faye qui s'appelle Jacaranda. Non seulement j'avais énormément aimé Petit Pays, mais les jacarandas, est-ce que vous avez déjà vu des jacarandas en fleurs? C'est trop beau. Donc,
Je sais, ça par rapport. Bref, ici, on n'est pas pendant la guerre au Rwanda, on est après. On est en France, c'est un jeune garçon qui s'ennuie un peu et qui voit soudain arriver un autre petit garçon qui, lui, arrive du Rwanda. Sauf que ce petit garçon-là va disparaître aussi brusquement qu'il était arrivé et notre personnage principal va grandir et va retourner au Rwanda vers ses origines et comprendre un petit peu qui il est. C'est clair que je veux lire ça, c'est clair. Nous avons ensuite Échappé de Manon Junio. C'est l'histoire d'une femme qui a créé dans les bois un havre pour recueillir des femmes et leurs enfants qui fuient quelque chose. Elles sont 7 femmes avec leurs enfants. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans? On va suivre Sophie et sa fille, et la fille de Sophie, qui devient adolescente, va se poser de plus en plus de questions. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Et pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas s'éloigner du camp? Je lis ici « Charnel, puissant, onirique, singulier, style envoûtant ». Oui, oui. Ensuite de ça, il y a Mésopotamia de Olivier Guèze ou Gay, je ne sais pas comment le prononcer, et ça raconte l'histoire d'une femme qui existait pour vrai mais que personne ne connaît. C'est une femme, c'est normal. Elle s'appelle Gertrude Bell, on est au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est une compatriote de Laurence d'Arabie et elle a contribué à la démarcation des frontières au Moyen-Orient. T'sais, imaginez la femme, le rejeton d'une pure famille victorienne qui devient espionne au Moyen-Orient. Et j'imagine que derrière tout ça, il va y avoir tout le colonialisme, toute la mondialisation, tous les conflits de cette époque-là. Ça ne peut qu'être intéressant. Dernière œuvre notée chez Grasset, ça s'appelle 10 versions de Kafka. C'est de Maya Ruska et ceux qui me connaissent peuvent s'imaginer pourquoi je veux lire ça. Des essais sur les écrivains, j'aime toujours ça, donc c'est noté, c'est clair, je vais le lire. Un moment donné, peut-être pas maintenant, mais un moment donné. T'sais, en plus, il était tellement weird, Kafka, là, il fascine! Aux éditions Héloïse Dormesson, on retrouve L'invisible Madame Orwell, c'est de Anna Funder, et si tout le monde connaît George Orwell, sa femme, elle, a bien entendu été écrite written out of the narrative. C'est ça que je partais pour dire et j'essayais de le traduire mot à mot. Bravo, Karine! La femme de l'auteur était elle-même écrivaine et c'est à partir de lettres que l'autrice Anna Funder décide de retracer la vie de cette femme-là. Et quand on sait que Orwell a vécu la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile espagnole, ça ne peut qu'être intéressant. Puis tu sais, je sais pas si c'est le cas dans ce roman-là, mais c'est le fun de descendre un peu de leur piédestal des fois. Même si j'adore ce qu'ils font là. On passe aux éditions de l'Iconoclaste. Et là, j'avais noté Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin. J'ai vu des avis qui tripaient, puis des avis qui trouvaient que c'était ben ordinaire. C'est l'histoire d'une mère qui reçoit un appel de son fils. Il a disparu depuis 3 jours, puis il lui dit « Maman, viens me chercher tout de suite, ça va pas ». On imagine qu'il n'a pas fait des choses agréables, donc une mère confrontée à l'horreur de ce qu'a fait son fils. Ça me rappelle un petit peu Il faut qu'on parle de Kevin, que j'ai lu il y a pas longtemps. Donc celui-là, je le sais pas, je vais peut-être le lire, peut-être pas, nous verrons. Chez J.C. Lattès, j'ai noté Absolument et pour toujours de Rose Tremaine. C'est une autrice que j'aime bien pour les ambiances vintage de ses romans. C'est souvent un petit peu comédie romantique avec un coming of age, bref, quelque chose dans ce genre-là. Ici, on a une jeune fille qui était persuadée d'être amoureuse d'un garçon, sauf qu'il part à Paris, elle doit oublier ça, et elle, dans les années 60, elle va partir à Chelsea, et va-t-elle réussir à s'y construire une vie merveilleuse? Voilà, c'est le genre de truc qu'elle écrit toujours, ça me plaît, j'aime sa plume, peut-être. Un autre roman qui me tente énormément, c'est Médusa de Isabelle Sorrente ou Sorrente, je ne sais pas. C'est l'histoire d'une jeune femme qui meurt à 20 ans. Son petit frère, qui la voyait un peu comme une fille merveilleuse, lumineuse et parfaite, va décider de comprendre quelles ont été ses dernières pensées, et il va faire appel à son ami. Il va découvrir dans les carnets de sa sœur une femme totalement différente, Scooter. Et cette jeune femme-là était fascinée par les monstres. De là, j'imagine le titre de Méduse. Moi, juste ce titre-là, ça me parle. Donc oui, je veux lire ça. Chez Julliard, un roman qui m'intrigue beaucoup quand nous étions des lucioles de Aboubakar Adam Ibrahim. Et là, il est question d'un peintre qui, à un moment donné, dans une gare, se rappelle de la mort qu'il vient d'avoir dans le train. Et petit à petit, il va se rendre compte qu'il y a eu des vies antérieures. Bien entendu, ça l'intrigue. Il réalise que dans ses peintures expressionnistes, il y a peut-être des clés et il va partir au Nigeria pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. On continue aux éditions Les Escales. J'ai noté La maison idéale, c'est pour la couverture et pour l'idée de maison maléfique. J'aime tellement ce thème-là, c'est capoté. Donc, c'est de Kate Collins. Comme souvent aux Escales, c'est en 2 époques. On a 2 femmes qui sont aux prises avec une maison bizarre, puis personne ne les croit. Vont-elles réussir à protéger leurs enfants? Aux éditions M+, j'ai vu Le Baumian et c'est de
Paige Coman. Ça là, c'est pas une femme, c'est Yann Manouk et Gérard Coquet. On est dans les années 50, on est en Haute-Provence, on est le 14 juillet, le feu d'artifice se prépare, mais quand va arriver un étranger, un bohémien, ça doit être un bohémien, bref, je sais pas. Je pense qu'il y a des lourds secrets qui vont se révéler et ça va péter un petit peu plus fort que du côté des fusées. Ça, c'est la faute de la couverture. Clairement, c'est beau. Ouais. J'ai mémoire d'en crier. J'ai noté La danse des flamants roses, c'est de Yara El-Ganban et ça se passe en Palestine et c'est une utopie. Ça a été écrit avant tout ce qui arrive. Donc c'est une utopie, mais ça va pas bien quand même, là. La mer morte s'est évaporée, il y a une maladie, la maladie du sel. Ça tue pratiquement tout le monde et les survivants vont se débrouiller pour rebâtir quelque chose. Ils viennent de tous les horizons. Comment ça va se dérouler. À la lumière de ce qui se passe actuellement, je suis très curieuse de lire ce roman-là. Chez Métellier va sortir Les éphémères de Andrew O'Hagan. Ça se passe en Écosse, on est pendant les années Thatcher. On a un narrateur qui a un ami fascinant, un ami prodigieux. Et notre personnage principal va décider de suivre cet ami-là à Manchester, la fête du rock un peu décadent de l'époque. Bien entendu, l'ami l'a marqué et 20 ans plus tard, il va le rappeler, il y a quelque chose à lui annoncer, ça peut pas être bon. Moi, ça me tente pour l'idée de cette bulle d'adolescence qui est vue de l'âge adulte, pour l'histoire d'amitié, pour la musique, bref, ouais. Chez Monsieur Toussaint l'ouverture, une série que j'aime d'amour autant que Anne, c'est la série Emily, et là on nous sort le tome 2, qui est la traduction de Emily Climbs. Je crois que c'est l'ascension d'Emily, je les veux, c'est clair que je les veux. Ça parle d'une fille qui veut être poétesse, elle va grandir également à l'île du Prince-Édouard, elle est également orpheline, elle vit avec ses tantes, j'aime ça, j'aime ça. Aux éditions de l'Olivier, nous avons Les âmes féroces de Marie Vintra. En fait, c'est pour la plume de cette autrice-là que j'ai mis ce roman-là. On en entend parler partout. J'en ai un autre dans ma Bible. Faudrait que je lise l'autre avant. J'en ai entendu que du bien. Je pense que ça s'appelait Blizzard. Ici, c'est l'histoire de la disparition d'une jeune fille qui s'appelle Léo. On a une shérif Lauren qui veut éclaircir ce mystère-là. Et on est d'un petit village et personne ne la prend tant au sérieux. Tout le monde pense se connaître, mais se connaissent-ils eux-mêmes? Donc, on verra. Mais je devrais lire l'autre avant. Ouais, je vais être brillante. Même maison d'édition, j'ai noté Blackout, c'est de Justin Torres et ça a l'air vraiment étrange. On est dans le désert, dans un endroit qu'on appelle le Palace et on a un personnage principal qui tient compagnie à un homme qui est en train de vivre ses derniers moments. Et je pense qu'ils vont se rappeler plein d'éléments de l'histoire queer, notamment de gens qui ont été effacés, de gens qui ont été oubliés. Donc pour le thème, ça me tente, puis il a l'air d'avoir une ambiance assez particulière. Ensuite, chez Phébus, on a une traduction française de Angle d'équilibre, c'est de Wallace Stanger, qui est un auteur américain. C'est un roman qui a été publié dans les années 70 et on a affaire à un vieil homme qui décide de fouiller ses archives parce qu'il n'y a plus rien qui va dans sa vie. Il décide de faire le ménage, c'est pour cleaner le truc dans cette vie et si on est optimiste, pour celle d'après. Il va tomber sur des lettres de sa grand-mère qui a suivi son prospecteur de mari dans le Far West. Et ouais, je pense qu'il y a eu ben des aventures. Je pense que je l'ai en anglais celui-là, je vais peut-être le lire en anglais. Aux éditions Philippe Rey, on a Le désastre de la maison des notables, c'est de Amira Guénin et c'est une histoire de secret de famille et de famille en Tunisie. Ça commence en 1935, on va suivre plus de 50 ans d'histoire tunisienne. Ça commence avec deux familles bourgeoises. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et c'est à cause de la couverture que je l'ai spotée au départ. Elle est trop belle. Aux éditions Paul ou POL, j'ai repéré Pour Britney, c'est de Louise Chenevière. Et ça a l'air d'être un roman-essai. Ça va clairement parler des femmes qui sont prises sous le joug de tout le monde et des efforts qu'elles doivent faire pour s'en libérer en tissant des liens entre Britney Spears et Nelly Arcan. Je peux rien ajouter de plus. Aux éditions du Récamier, je vais vous parler de Le printemps reviendra. C'est de Noor Malloway et c'est l'histoire d'une femme en Afghanistan. Elle est médecin et les talibans reviennent, donc elle a à se questionner, est-ce qu'elle va rester en Afghanistan avec sa fille et subir tout ce qu'elle croit savoir qui s'en vient, ou va-t-elle partir? Mais partir, ça implique abandonner son fils. Donc, on est là-dedans. Ça peut être extrêmement intéressant. Considérant tout ce qui se passe actuellement concernant le droit des femmes un peu partout dans le monde, ça ne peut que m'intéresser. Au départ, je n'avais pas noté La ballerine de Kiev de Stéphanie Perez parce que je pensais que ça allait être une romance un peu paranormal. Pourtant,
Bref, par contre, Malo m'a dit que c'était excellent et qu'il fallait le lire, donc je vous dis de quoi ça parle. On est avec les danseurs de l'Opéra national de Kiev et quand il y a l'invasion, quand la guerre commence, ça va être compliqué de danser. J'imagine que la guerre va bouleverser les certitudes par rapport au corps, par rapport à l'art également. Quelle place a l'art dans un contexte comme ça? Donc, en effet, présenté comme ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais je t'aime même pas le lire de quoi ça parlait à cause de la couverture. Chez Robert Laffont, nous avons Le Sentiment des crépuscules, c'est de Clémence Boulouc. Et tout ce que je sais, là, c'est ce qu'il y a sur le bandeau. 1938, Zweig présente Dali à Freud. Ça fait rêver, puis il y a Zweig, donc il me le faut, c'est clair. Toujours chez Robert Laffont, nous avons Julia, c'est de Sandra Newman et c'est une réécriture de 1984, mais du point de vue de Julia. On se rappelle que dans 1984, Julia, c'est l'intérêt amoureux de Winston. Il paraît que c'est féministe tout en étant fidèle à l'original. Je pense que j'ai 2 autres réécritures du genre dans ma bibliothèque. Est-ce que je vais lire celle-là ou les autres? We'll see. Aux éditions du Rouergue va sortir Wallace de Colin Niel. Je pense qu'il est français, sinon je dirais Colin Neal. Fait j'ai toujours de la misère. Nous sommes donc en Guyane, nous sommes avec Mathurine qui vit avec son fils Wallace qui a 9 ans. Elle voulait l'éveiller à une vie dans la nature proche de l'Amazonie, mais lui, ce qu'il veut, c'est jouer aux jeux vidéo. C'est 9 ans, on est surpris. Elle travaille pour la protection de l'enfance. Un jour va arriver le père d'une adolescente qui est décédée en famille d'accueil et il lui dit qu'il a été témoin d'une apparition dans la forêt. Donc, j'ai aucune idée. Roman social, polar, réalisme magique, on verra, mais je suis intriguée et j'aime beaucoup la couverture. Je suis futile, j'ai déjà dit je suis futile. On s'en va aux éditions du Seuil avec Anne d'Angleterre de Julia Deck. Dans ce roman-là, l'autrice nous parle de sa mère qui fait un AVC et qui va devoir passer par de nombreuses étapes de réadaptation. J'ai toujours peur quand je lis des trucs comme ça, j'ai toujours peur. En parallèle, elle va nous raconter l'histoire de sa mère qui est née en Angleterre d'une famille ouvrière qui s'est élevée socialement. C'était une passionnée de littérature et elle avait un rapport assez complexe avec l'Angleterre. Pourquoi y a-t-il des secrets derrière tout ça? Ça me plaît toujours quand des autrices creusent leur histoire familiale, donc pourquoi pas? On continue avec Badgents de Delphine Minoui, qui est l'un des romans qui me tente le plus dans cette rentrée littéraire. On est en Iran en 2022 et il y a une jeune femme qui décide d'escalader une benne à ordures pour brûler son foulard en public, encouragée par la foule. On l'a toujours surnommée Badgents, et ça depuis sa naissance, alors que ça veut dire mauvais genre. Qui est-elle? Pourquoi veut-elle tellement se libérer de ce foulard? C'est ce qu'on va découvrir, donc ça m'intéresse. Un autre roman que j'attends avec impatience, c'est le nouveau roman de Irène Sola. Ça s'appelle « Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres ». J'avais adoré Je chante et La montagne d'ange. J'avais aimé la plume, j'avais aimé le côté évanescent, les multiples voix. Et là, je pense qu'on a encore ça. On a une femme très très âgée qui habite un petit village. Elle vit son ultime journée et autour d'elle, les femmes qui sont nées et qui sont mortes dans cette maison-là l'attendent et préparent une fête pour celles qui s'apprêtent à les rejoindre. Ça va nous raconter 4 siècles d'histoire de cette maison-là. C'est un truc que je peux aimer à la folie. Dernier roman chez Seuil, nous avons Ceux du lac de Corinne Royer. C'est l'histoire d'une famille, un père veuf et ses 6 enfants qui vivent dans une cabane dans le bois aux alentours de Bucarest. Ils grandissent en liberté, en harmonie avec la nature et un jour, les autorités vont arriver. Il faut qu'ils partent, ils veulent créer un parc naturel. Ça m'intrigue! Ensuite, aux éditions du Sous-sol, on a La petite sœur de Mariana Enriquez. C'est celle qui avait écrit Notre part de nuit que j'ai adoré, c'est un des romans que j'aime d'amour. Et ici, c'est super différent parce qu'elle va retracer l'histoire de Silvina Ocampo, qui est une autrice argentine. J'en ai entendu parler, je l'ai croisée dans certaines œuvres, mais je ne l'ai jamais lue. Du coup, je veux la lire, je veux lire ça, je veux voir ce qu'elle a fait avec ce type d'ouvrage-là. Ensuite, à la fois chez Alto et aux éditions du Sous-sol, paraît Étreinte de Anne Michaels. Lui, c'est certain que je vais lire, probablement cette semaine. Je l'ai reçu et la version de chez Alto est traduite par Dominique Fortier. Je ne sais pas par qui elle est traduite aux éditions du Sous-sol, mais c'est une autrice que j'aime tellement que c'est sûr je vais le lire, tu sais. C'est sûr. En lisant le résumé, c'est très très difficile de voir de quoi ça parle. Ça semble onirique. On a 2 personnages qui sont d'un bout à l'autre d'une ville. Ils vont marcher pour se retrouver. Et ça va marquer le début d'une histoire d'amour qui va traverser épreuve et époque. J'imagine que ça va parler de mémoire, que ça va parler d'exil. C'est clair que je vais le lire. Autre hypothèse, je suis très très curieuse au sujet de Fayel et les histoires du monde parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Lis pas ça, j'ai rien compris » et il y en a d'autres qui ont dit « C'est un coup de cœur, tu vas adorer ». Donc, c'est l'histoire d'une mère et de ses 2 enfants, son mari décède et ils décident de partir.
C'est tout ce qu'on sait, mais on m'a dit que c'était un ovni littéraire avec une langue inventée, une culture inventée. Donc oui, je suis curieuse, mais j'ai peur. Aux éditions Verticales, je suis intriguée par Jour de ressac de Mélisse de Kerangal. Parce que c'est Mélisse de Kerangal et que j'aime sa plume, mais je lis le résumé, là, pis... je suis vraiment pas sûre. Dites-moi, est-ce que ça vaut la peine? Parce que ça parle tellement de puanteur là-dedans que j'ai limite mal au cœur avant de commencer. Dites-moi. On passe maintenant chez Zulma, qui est le dernier, parce que j'en ai plusieurs en jeunesse, puis savez-vous quoi? Ça suffit, j'en peux plus. Donc, chez Zulma, en premier, j'ai noté le dernier roman de Marcus Malt. Ça s'appelle Aux marges du palais. J'ai à peu près tout aimé ce que j'ai lu de cet auteur. J'ai commencé avec Garden of Love, j'ai adoré Le Garçon également, et ici, je sais pas trop de quoi ça parle. Ça a l'air d'être l'histoire d'une révolte dans un pays imaginé, mais il s'appelle Franzway, c'est ça, quand même. Dans cette histoire-là, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse et il y a un groupe de marginaux qui décide de faire sauter une tour. Fable sociale, politique et humoristique, c'est Marcus Malt, je rempile. Toujours chez Zulma, j'aime également beaucoup la plume de Hubert Haddad. Cette fois-ci, il nous amène dans les années 30-40 en Allemagne. On est avec un jeune virtuose du violon. En fait, il est tellement bon qu'il va échapper aux jeunesses hitlériennes. C'est inscrit ici qu'il ravive la culture allemande qui a été dévoyée par Hitler et qu'il donne la parole aux enfants et aux populations civiles bombardées. C'est un point de vue que j'aime toujours entendre, donc avec cette plume-là, peut-être. On a également La Bedonden des Tanuki de Hisashi Inoue. Non, mais un titre comme ça, puis des tanuki, puis la couverture sont choupis. Donc, on est au Japon et on a un petit village où les tanuki s'amusent fort, ils jouent des tours. Mais un jour, l'infâme gouverneur va vouloir enlever une jeune fille du village et ce sont les tanuki qui vont s'en occuper. Pour la culture japonaise, pour la mignonnerie tanukiesque, oui, clairement. Et on est arrivé à la fin, c'est le dernier livre dont je vais vous parler, ça s'appelle Lire dangereusement, c'est de Hazar Nafisi. J'avais lu de cette autrice-là il y a de nombreuses années, ça doit faire 15 ans, Lire Lolita à Téhéran, que je conseille encore aujourd'hui, j'avais adoré cette lecture-là. Et ici nous avons 5 lettres que l'autrice envoie à son père qui a été emprisonné par le Shah d'Iran, du moins par son régime. Et là-dedans, elle va explorer la fiction comme arme de résistance, ça me parle, et en plus les auteurs qu'on cite, on a Salman Rushdie, Margaret Atwood, Toni Morrison, James Baldwin. Voilà. J'ai donc terminé ce grand tour de la rentrée littéraire. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ça fait combien de temps que je filme. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit livre en emoji. Il n'aura pas, ça c'est clair qu'il n'aura pas. Surtout parce que j'adore les commentaires. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez lues, s'il y a des choses qui vous tentent, s'il y a des choses que je devrais enlever illico de cette énorme liste parce que non. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je ne suis plus capable de parler, je n'ai plus de salive, je vais vous souhaiter une bonne journée, de bonne lecture et à la prochaine!